au Parc des Expositions de Strasbourg. Nous allons accueillir sur ce plateau télé Philippe Borne. Philippe Borne, bonjour. Bonjour. Philippe Borne, vous êtes délégué régional de l'INPI Alsace, l'Institut national de la propriété industrielle. Et nous allons parler avec vous, bien sûr, de brevets, de dépôts de marques et de stratégie de propriété industrielle. Alors, l'INPI, les chefs d'entreprise connaissent l'INPI pour le dépôt de brevets. Quel est le rôle exact de l'INPI ? Alors oui, rappelons brièvement ce qu'est l'INPI. Donc l'INPI, c'est un établissement public donc, qui est placé sous tutelle actuellement du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. Donc notre ministre de tutelle, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Donc depuis quelques semaines. L'INPI, quel est le rôle de l'INPI ? Donc l'INPI va avoir pour mission de recueillir les dépôts de titres de propriété industrielle. C'est-à-dire que pour faire simple, lorsqu'une entreprise met au point une invention et souhaite, on va dire, la protéger. On va parler de protection déjà dans un premier temps, mais on verra qu'on va évoluer vers ce terme peut-être très limitatif. Lorsqu'une entreprise veut protéger, eh bien, elle établit un dossier qu'elle apporte à l'INPI et l'INPI est en charge donc d'examiner un certain nombre de choses avant éventuellement d'octroyer un titre de propriété qui va permettre donc aux propriétaires, aux titulaires, on parle de titulaires, d'empêcher un tiers de mettre en œuvre la technique sur un territoire donné. Alors ça c'est la même chose pour les marques. Les marques, ça permet de faire la même chose pour les signes distinctifs. Et pour le design, eh bien, c'est le dessin et modèle. Voilà, grosso modo, voilà le rôle de l'INPI, examen et octroi éventuellement, suite à cet examen, d'un titre de propriété, sur une invention, un signe ou un design. Une invention, donc un process industriel, un produit, etc., un signe ou un design. Voilà. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Et donc ce dépôt de brevet, alors vous avez dit protection, on dit dépôt de brevet, dépôt de marque, c'est ça ? Oui, alors on parle effectivement de dépôt, c'est-à-dire que lorsque j'apporte un dossier à l'INPI en demandant à ce que l'INPI m'octroie donc un titre sur une invention, par exemple, au début c'est simplement une demande de brevet. Hein. Et on va avoir un brevet, c'est-à-dire un titre dans les mains de l'entreprise, uniquement si l'INPI effectivement confirme et décide d'octroyer cette protection. Mais on parle effectivement de dépôt de demande de titre, brevet, marque ou dessin et modèle. D'accord, parce que vous effectuez un certain nombre de vérifications au préalable avant le dépôt de l'antériorité. Oui, tout à fait. Alors par exemple, sur une invention, avant d'octroyer le titre, on va s'assurer qu'elle est nouvelle. Bon, on ne peut pas obtenir une protection, un titre, une propriété sur une invention si elle est déjà dans le domaine public, si elle a déjà été décrite, on va dire, avant le dépôt de la demande de brevet. Très bien. Et une marque, un brevet, donc un périmètre national, un périmètre plus lointain. Alors effectivement, vous avez raison de le mentionner. Tous ces titres de propriété industrielle, brevet, marque et dessin et modèle, ont une portée territoriale. C'est-à-dire que si j'ai un brevet français, je vais pouvoir avoir, on va dire, un monopole en France, c'est-à-dire empêcher en France un tiers d'exploiter, de produire, de vendre l'invention, mais je ne vais avoir aucun droit, par exemple en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc. Si je veux avoir ce même droit, je vais devoir en fait déposer dans ces autres pays également des demandes de brevets auprès de l'office anglais pour avoir un droit en Angleterre, de l'office allemand pour avoir un droit en Allemagne, etc. Chaque pays en fait a son office de brevets et de marques. Alors il se trouve qu'en France on parle d'INPI, Institut national de la propriété industrielle. C'est un privilège qu'on partage avec le Brésil et le Portugal, où on parle également d'INPI. Dans la plupart des pays, en fait, on parle d'office de brevets et de marques. Par exemple, le USPTO, le US Patent and Trademark Office. Donc ici en France, on s'appelle INPI. Donc chaque pays a un office qui est chargé donc d'examiner, éventuellement d'octroyer des droits sur leur territoire pendant une durée définie. Et là, vous avez également raison de le mentionner. Un brevet, c'est pas éternel. Un brevet dure 20 ans au maximum, à condition tous les ans de payer ce qu'on appelle une taxe de maintien en vigueur pour assurer donc la continuation de la protection au cours de l'année qui va suivre. D'accord. Et au-delà des 20 ans, comment ça se passe ? Alors au-delà des 20 ans, le brevet va tomber dans ce qu'on appelle le domaine public. Alors vous avez tous entendu parler des médicaments génériques. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un médicament générique ? Prenons le Plavix, par exemple de Sanofi, sans faire de publicité. Eh bien, c'est tout simplement un composé qui, à un moment donné, a fait l'objet d'une protection. Et puis, au bout de 20 ans, eh bien, il n'était plus possible de maintenir une année de plus. Donc, le brevet est tombé. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Sanofi ne peut plus exercer son monopole. Ça ne peut plus empêcher un tiers
de produire, de fabriquer, de vendre. Et c'est à ce moment-là où les laboratoires génériques donc s'emparent de la molécule pour la synthétiser et la produire bien sûr à plus bas coût, puisque dès lors qu'il y a concurrence ouverte, eh bien, les coûts forcément vont baisser. D'accord. Et cette règle de durée limitée est la même dans tous les pays? Les réglementations sont les mêmes? Cette règle-là, maintenant, est universellement effectivement reconnue. Dans tous les pays, c'est 20 ans et pas une année de plus. D'accord. Voilà. Donc au bout de 20 ans, le process, la marque retombe dans un domaine public. C'est une réouverture à la concurrence en quelque sorte. Tout à fait. Le marché n'est pas figé. Tout à fait. Parce que le but, en fait, c'est de ne pas non plus mettre en place des systèmes qui entraveraient trop la libre concurrence. Oui. Donc l'esprit, en fait, c'est dès lors qu'une entreprise a investi en R&D pour mettre au point une nouvelle technologie, un nouveau produit, un nouveau médicament, un nouveau process, il est naturel qu'on lui octroie un monopole pour qu'elle tire parti de ses investissements. Alors, la contrepartie de l'affaire, c'est que l'entreprise est obligée de décrire son invention. Ça, c'est un point très important. En fait, le système du brevet, c'est un équilibre où on a certes un droit qui est octroyé à une entreprise, par exemple à un tiers, mais ce tiers est obligé d'expliquer son invention. C'est pour cette raison qu'une demande de brevet est publiée au bout de 18 mois. Donc ça veut dire, alors concrètement, pour toutes les entreprises qui nous écoutent, ça a un gros intérêt, parce que cela veut dire que en allant dans des bases de données gratuites, et je voudrais quand même mentionner EspaceNet. EspaceNet, c'est un produit formidable de l'Office européen des brevets et qui permet à tout un chacun gratuitement d'aller voir, par exemple, ce n'est pas le seul intérêt, mais en particulier c'est celui-là, d'aller voir tout ce que font vos concurrents. Il suffit de taper le nom de la société, L'Oréal, Renault, Sanofi, ou même parlons de Socomec ou d'autres entreprises alsaciennes, Supra, etc. Vous pouvez voir gratuitement toutes les demandes de brevets qui ont été déposées, parce que ces demandes déposées sont publiées par l'INPI 18 mois après leur dépôt. Donc c'est un très gros intérêt donc, de ce système-là, où on a certes protection, mais il faut expliquer. Et c'est une condition nécessaire à la brevetabilité, c'est-à-dire que si un inventeur s'amuse à décrire son invention de manière trop vague, eh bien cela peut être une cause de rejet par l'INPI. Une cause qui va permettre à l'INPI de refuser d'octroyer donc la protection. Donc c'est un point important. Protection, mais publication. Publication de l'invention. C'est intéressant. On va voir que finalement, cette propriété industrielle, cette protection, on a abordé ça sous l'angle de la protection. L'INPI aujourd'hui, effectivement, on peut aller au-delà de la protection, et bien au-delà, y aller même dans une stratégie de protection industrielle. Vous investissez dans la stratégie de protection industrielle et dans l'accompagnement des entreprises, on va en parler tout de suite, mais vous investissez dans cette stratégie de protection industrielle parce que vous avez aussi dématérialisé un certain nombre de démarches et de process qui sont simplifiés pour les entreprises, ce qui vous permet à vous, l'INPI, d'être sur le terrain et d'aller vers ces entreprises pour leur proposer d'autres prestations. Alors, qu'est-ce qui est dématérialisé aujourd'hui? Alors, effectivement, vous avez raison de le souligner. Il y a 20 ans, quand on voulait déposer une demande de brevet, on faisait un volumineux dossier papier et puis on se déplaçait dans les délégations régionales de l'INPI, puisqu'il faut dire que l'INPI fait partie de ces offices qui ont certes un siège. Alors, elle est à Courbevoie, notre siège en région parisienne, mais nous avons également un certain nombre de délégations régionales, dont une à Strasbourg avec 6 salariés, dont je fais partie. Alors, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, on allait déposer physiquement un dossier papier auprès de ces délégations régionales, auprès du siège, et puis ce dossier était transmis au siège où l'examen avait lieu. Bon, maintenant, on est dans l'ère des technologies de l'information et de la communication, donc l'INPI a décidé effectivement depuis un certain nombre d'années de dématérialiser les procédures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que maintenant, tout un chacun, par exemple sur un dépôt de marque, peut effectuer un dépôt de marque sur Internet, sans passer donc par l'intermédiaire papier. Alors ça, c'est un mouvement qui est en train de s'amplifier, et on va bientôt pouvoir effectuer toutes les procédures où on était obligé finalement d'envoyer du papier ou de venir porter du papier directement à l'office, à l'INPI. On va pouvoir le faire sur Internet. Et nous sommes rentrés dans cette démarche, nous concrètement à l'INPI Strasbourg, Alsace, le 1er juillet. Depuis le 1er juillet, les déposants, entreprises, particuliers, etc., doivent faire leur dépôt de manière électronique sur notre site ou l'envoyer par voie postale au siège. Donc c'est vrai que pour le coup, ça nous a libéré beaucoup de ressources qui nous permettent, nous, de nous recentrer sur une activité, on va dire, de sensibilisation du tissu industriel par rapport donc aux enjeux de propriété intellectuelle. Et là, clairement, nous sommes passés, on va dire, de manière franche
d'une culture de dépôt administrative à une culture vraiment proactive vis-à-vis des entreprises. Donc nous nous déplaçons dans les entreprises, dans tout type d'entreprise, hein. Ça peut être la TPE, ça peut être la PME de 500 salariés, l'ETI de 4000 salariés, de façon à aller sensibiliser ces entreprises par rapport à leur stratégie de propriété intellectuelle. D'accord, donc sensibilisation des entreprises. Alors simplification d'abord pour les entreprises qui ont un accès direct au dépôt de brevets en ligne et économie, enfin gain de productivité, on va dire, hein, pour l'INPI qui se redéploie. Vous allez voir les entreprises sur le terrain, donc différents types d'entreprises. Une entreprise qui n'a jamais entendu parler de propriété intellectuelle, vous allez la voir ? Oui, alors le point important qui est intervenu au cours des derniers mois, c'est que nous avons décidé de mettre en place en fait une série de prestations, de services qui vont être customisés, on va dire en anglais, c'est-à-dire adaptés à chaque type de niveau de maturité de l'entreprise en matière de propriété intellectuelle. Donc ça peut être une entreprise innovante, à une TPE par exemple, qui n'a pas le réflexe donc brevet. Là, nous allons la voir, effectivement. Nous mettons en évidence un certain nombre de mesures qui seraient nécessaires de prendre pour cette entreprise. Alors ensuite, l'entreprise peut effectivement être convaincue, donc on a bien fait notre travail, oui, et décider de mettre en place une veille technologique, de mettre en place un contrat de partenariat, parce qu'on parle de brevet, il faut dire également que la propriété intellectuelle, c'est également les contrats. Les contrats de partenariat. Et là, l'entreprise va décider de mettre, par exemple, en place un contrat. Ça coûte de l'argent parce qu'il faut aller voir des professionnels. Alors, j'aimerais également saluer et rendre hommage et appuyer fortement sur le rôle des conseils en propriété industrielle, la CNCPI. Vous savez que Strasbourg, alors nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais Strasbourg est la capitale française en matière de propriété intellectuelle, tout simplement parce que à Strasbourg, on trouve le CEPI, le Centre d'études internationales en propriété intellectuelle, qui est un département de la faculté de droit et qui forme, on va dire, 99,9% des conseils en propriété industrielle français. Et donc il faut saluer leur rôle absolument fondamental, puisque c'est eux qu'on va aller voir quand on veut faire rédiger un contrat, faire rédiger une demande de brevet, préparer un dépôt de marque, etc. Donc ces gens-là ont un rôle absolument fondamental. Mais bien sûr, ce ne sont pas des services gratuits. Et pour une TPE, pour une PME, un contrat qui va coûter 2, 3, 4 000 euros, ça représente une somme. Et là, l'INPI a mis en place un second volet d'accompagnement, c'est de l'accompagnement financier. Donc on va pouvoir aider financièrement en prenant à notre charge 50% donc, du coût, par exemple, de la rédaction d'un contrat de partenariat. D'accord, donc ça c'est vraiment une aide de l'INPI, oui, tout à fait. Délivrée par l'INPI. Alors elle est limitée, bien sûr, on ne va pas au-delà de 6 000 euros, mais ça permet déjà de prendre en charge une partie significative des frais liés à la mise en œuvre finalement d'une préconisation que nous on a conseillée. D'accord, et cette aide peut être mobilisée pour, vous l'avez dit, pour la rédaction d'un contrat de partenariat, pour un dépôt de brevet, pour... Alors actuellement il y a 3 choses que l'on peut cofinancer, c'est de la veille technologique, de la recherche d'antériorité brevet ou de la rédaction de contrat. D'accord. Peut-être dans le futur, on va étendre à d'autres types de prestations. Pour l'instant, ce sont les 3. D'accord. Veille technologique, recherche d'antériorité et rédaction de contrat de partenariat. Voilà, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ça s'adresse, on va dire, à des débutants en propriété intellectuelle. D'accord. Et c'est donc jusqu'à 6 000 euros. Juste pour information, aujourd'hui, déposer un brevet pour une entreprise à l'échelle, un brevet français ou un brevet européen, c'est un investissement de combien ? On va dire en moyenne, un brevet français va coûter 4 000 euros. Alors c'est une moyenne. Ça peut être de 1 500, 3 000, ça peut être plus selon le type de technologie auquel on a affaire. Si vous êtes dans les biotechnologies, dans l'électronique, ça peut être plus cher. Bon, en moyenne, on va parler de 4 000 euros pour un brevet en France. Quand on saute au niveau du brevet européen, là, ça peut monter à 15 000, 10 000, 15 000. C'est des sommes quand même beaucoup plus importantes. D'accord. Pour les entreprises, on va parler des entreprises qui n'avaient jamais été sensibilisées ou qui n'avaient pas pensé à se protéger ou à mettre en œuvre une stratégie de propriété intellectuelle. Pour les entreprises qui ont déposé des brevets, mais qui en sont restés, je dirais, un enregistrement formel auprès de vous, des démarches particulières ? Alors effectivement,
la sensibilisation, on va dire, des débutants, des novices en propriété intellectuelle, ça fait déjà à peu près 10 ans qu'on l'a mis en place par l'intermédiaire d'une prestation qui est relativement bien connue maintenant du tissu innovant, c'est le pré-diagnostic propriété industrielle. On s'est rendu compte en fait qu'on devait sauter le pas vers une autre échelle. Tout simplement parce qu'une entreprise, pour faire court, une entreprise, c'est pas parce qu'elle a déposé une demande de brevet qu'elle est forcément tirée d'affaire. Très souvent, ou souvent on va dire, on voit des entreprises qui ont une utilisation relativement frileuse de la propriété intellectuelle, du brevet, qui voient le brevet uniquement sous l'angle outil de protection, avec tout ce côté, on va dire, frilosité qu'on peut avoir dans l'aspect protection. D'accord, donc je dépose un brevet, je le mets dans un tiroir pour 20 ans et je me dis je suis tranquille, si jamais je suis tranquille, je m'en sers pas. Donc nous avons mis en place récemment en fait une prestation, cette fois qui va s'adresser à des gens qui pratiquent déjà, mais qui ont besoin d'aller plus loin, notamment en intégrant la propriété intellectuelle, brevet, marque, dessin et modèle, dans la stratégie globale de l'entreprise. Et pour cela, donc, nous avons lancé cette année une opération qui s'appelle Masterclass PI, Masterclass Propriété Intellectuelle, qui est une formation coaching sur 6 jours, qui s'étale sur 6 mois, où là, qui s'adresse à un lot restreint d'entreprises. En général, on n'a jamais plus de 10 candidats, de 10 participants dans la salle, où là, vraiment, on a quelque chose qui va aller, non pas dans les aspects juridiques de la propriété intellectuelle, mais qui va voir la PI c'est l'abréviation de propriété intellectuelle, comme un outil au service d'une stratégie d'entreprise. Donc, le but, et ça je dirais, à un niveau plus large, ça s'inscrit dans toute la démarche actuelle des pouvoirs publics en faveur de l'entreprise. Vous avez tous entendu le Premier ministre qui nous a expliqué, à juste titre, que pour qu'il y ait des emplois, il faut qu'il y ait des employeurs. Donc, ça rentre, notre démarche à l'INPI rentre complètement dans ce cadre-là, d'aider finalement les entreprises à intégrer l'API dans leur stratégie globale, avec donc une formation customisée qui introduit du coaching, où on peut accompagner par exemple sur des aspects comme la fiscalité de l'entreprise, comme du licensing. J'ai un brevet, je m'en sers dans une application donnée, mais peut-être qu'il y a d'autres applications qui intéresseraient des tiers, d'autres entreprises, où là je vais devoir trouver des partenaires pour générer du cash à partir de ce brevet. L'information brevet, c'est une mine formidable. Je veux m'en servir pour trouver des partenaires qui vont m'apporter une solution à un problème que moi je ne sais pas résoudre. Donc tout ce type de choses-là est intégré dans cette formation. Alors nous avons, il faut le dire, nous avons la première édition de cette formation à Strasbourg le 18 et le 25 novembre prochain. Et pour l'instant, nous sommes très contents parce que nous avons déjà 7 inscrits. D'accord, donc il reste encore quelques places. Encore 2-3 places, donc il faut agir vite maintenant pour s'inscrire. Et je peux dire déjà, comme avant-première, je suis très heureux parce que j'ai réussi à convaincre le directeur de la propriété intellectuelle des laboratoires Urgo de venir témoigner sur sa stratégie. C'est quelqu'un qui communique très bien. Nous avons toujours l'habitude d'avoir un parrain dans ces formations. Le premier parrain, c'était Jean-Marc Brunel, qui est le directeur de l'API de Safran, donc une très grosse entreprise. Ensuite, nous avons eu le directeur de Alstom Transport. Nous allons avoir également Frédéric Caillot de L'Oréal dans la session parisienne. Et là, nous avons donc le directeur de la propriété intellectuelle de Urgo, qui est quelqu'un qui a multiplié par 5 le dépôt chez Urgo et qui utilise vraiment le brevet comme outil stratégique pour aller embêter des concurrents, par exemple. Parce que le brevet, on peut également l'utiliser comme ça. Je veux encercler un concurrent, donc je dépose des brevets autour de ce cœur de métier. Voilà. Il va nous expliquer tout ça, donc je pense que ça va être assez passionnant comme formation. D'accord, donc on voit que la propriété industrielle, finalement, c'est un levier stratégique. Il y a effectivement des dimensions liées à la veille, à la conquête de marché, à la génération de cash aussi. On peut effectivement tabler sur des recettes issues des brevets plutôt que du produit à un moment donné. Je crois que c'est intéressant peut-être de sortir son brevet à ce moment-là du tiroir et de penser à ce qu'on pourrait en faire. Tout à fait. Il y a certainement des possibilités, ou peut-être des possibilités, mais en tout cas ça vaut le coup de l'étudier, c'est ce que vous proposez. Oui, tout à fait. On parle aux États-Unis souvent de monétisation de la propriété intellectuelle. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on voit l'API plus sous un angle stratégique, et ça nous manque encore en France. Donc c'est un peu ça qu'on veut combler finalement. Voilà. On n'est pas. Comment on se situe en France en matière de propriété industrielle? Nos entreprises, on est
dans le peloton de tête Alors, ou plutôt on est traîner les pieds? Pour vous donner les derniers chiffres, alors la France au niveau mondial, quand on examine tout ce qui sort finalement du territoire France, c'est-à-dire des déposants français, des entreprises françaises, on est au 6e rang mondial, avec à peu près, on va dire, pour faire court, 50 000 demandes de brevets par an qui sont issues des entreprises ou des personnes physiques françaises. Pour vous donner un ordre de grandeur, les Allemands, ils sont à 140 000, donc ils sont déjà à 2 à 3 fois plus. Oui. Et les premiers, alors il y a eu un bouleversement récent dans le classement, le premier c'est la Chine maintenant. C'est la Chine. La Chine. Donc les Chinois sont à l'origine maintenant du plus gros nombre de brevets. Ils sont suivis de mémoire par les États-Unis, le Japon, la Corée, qui est un très gros déposant, et puis vient l'Allemagne et la France, et derrière la France on a la Grande-Bretagne, et puis la Suisse qui est un tout petit pays mais qui est très fort au niveau de l'innovation. J'ai parlé de 50 000 demandes de brevets pour la France, la Suisse est à peu près à 25 à 30 000, donc proportionnellement il faut énormément de choses, mais en France on a encore pas suffisamment le réflexe propriété intellectuelle. Quand on compare par exemple le nombre de demandes de brevets relativement au nombre de millions d'habitants, eh bien on va dire que les Allemands déposent 4 fois plus que nous. 4 fois plus que nous. Donc on a une belle marge de progression. Ouais. Une belle marge de progression. Donc si vous êtes dirigeant de PME, vous avez des brevets ou vous n'en avez pas, sachez que l'INPI est là pour vous accompagner, vous conseiller, vous aider à mettre en place cette stratégie. Un site internet peut-être Alors un site internet www.inpi.fr, et puis pour tous les renseignements, les entreprises alsaciennes simplement doivent se rappeler de alsace@inpi.fr. alsace@inpi.fr. Philippe Voilà. Borne, je crois que vous êtes attendu pour un atelier ou pour un témoignage sur ce salon. Je vais vous libérer. Vous êtes délégué régional INPI de l'Alsace. Merci d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau télé. Alors je vous encourage à venir à l'atelier où on va parler d'un sujet d'actualité, le brevet européen à effet unitaire, qui devrait arriver dans 1 an et qui va simplifier énormément les choses pour la protection donc, des innovations en Europe. Merci beaucoup à vous. Merci.